Dans l'open space de Kersint Logistique, il rangeait méthodiquement les dossiers du jour. Silencieux, précis, presque invisible, cet agent administratif et logistique semblait s'être fondu dans les murs depuis 3 années. Personne ne connaissait vraiment son passé. Il parlait peu, mais observait tout. Armel arrivait toujours à l'heure. On le surnommait « Monsieur Personne ». Il connaissait les plans du bâtiment mieux que les architectes, savait qui entretenait des liaisons discrètes, qui recevait des primes et qui trichait sur ses horaires. Il n'avait jamais parlé de sa vie d'avant, mais ses mains savaient contourner les systèmes informatiques les plus verrouillés. Ce matin-là, le silence des bureaux fut brisé par une voix froide. Monsieur Armel. Nadia Kéros, la présidente directrice générale, venait de sortir de l'ascenseur. Elle ne criait jamais, mais son calme était une menace. Armel leva les yeux, posa son stylo. « Oui, madame la directrice. Dans mon bureau, maintenant. » Les regards se tournèrent vers eux. On pensa aussitôt, il est fini. Mais Armel se leva, ajusta le col de sa chemise et la suivit. Le bureau de Nadia dominait le port. Elle restait debout, dos à lui, fixant l'horizon. « Pourquoi vos chiffres ne correspondent-ils pas à ceux du rapport final ?» demanda-t-elle. « Parce que le rapport final repose sur un calcul erroné », répondit-il simplement. Elle se retourna lentement, un sourcil relevé. « Vous avez corrigé sans m'en parler ? J'ai informé le service comptable. Ils m'ont dit de laisser tomber. Alors j'ai corrigé parce que c'était faux. » Nadia s'avança, posa le dossier sur la table, plongea son regard dans le sien. « Vous vous croyez plus intelligent que les autres ? Non, juste plus honnête. » Elle marqua un silence. Puis, pour la première fois, elle lui dit de s'asseoir. Il expliqua calmement les erreurs de conversion de devises dans les facturations douanières. Lorsqu'il eut terminé, elle referma le dossier, croisa les bras. « Vous venez de me faire économiser plusieurs millions et vous êtes seulement agent administratif ? On m'a donné ce poste, j'ai fait avec. » Elle le fixa encore. Une curiosité nouvelle passa dans ses yeux. « Vous êtes loyal envers qui ici ? » À la vérité. Ce jour-là, Nadia Kéros ne se contenta pas de l'entendre. Elle le vit vraiment. La semaine suivante, les employés découvrirent un nom tout neuf sur une porte vitrée du 3e étage. Monsieur Armel, directeur adjoint exécutif. Aucun mail officiel n'avait circulé. Aucune cérémonie n'avait été organisée. Nadia Kéros était simplement descendue en personne lui remettre une enveloppe scellée. Ce geste silencieux valait tous les discours. Les rumeurs se propagèrent vite. Certains affirmaient qu'il était un parent caché de la directrice. D'autres murmuraient qu'elle l'avait placé là pour déstabiliser ses rivaux internes. Mais personne ne savait réellement qui il était. Armel, fidèle à lui-même, ne confirma rien. Il entra dans son nouveau bureau, referma la porte et se remit à travailler, ponctuel et discret. Car Armel n'était pas n'importe qui. Avant Kersint Logistique, il avait été ingénieur principal dans un grand groupe d'audit maritime basé à Bordeaux. Il dirigeait les équipes chargées de contrôler les flux portuaires d'Afrique de l'Ouest. Son nom circulait dans les milieux d'affaires, jusqu'au jour où un scandale de détournement de fonds éclata dans son département. Jamais inculpé, il perdit pourtant tout: crédibilité, statut, recommandations. Il quitta la France sans se retourner, effaça ses traces et se fit oublier. Il s'installa dans une ville portuaire d'Afrique de l'Ouest, trouvant dans Kersint Logistique une couverture parfaite. Le jour où il fut recruté comme simple agent administratif, il sut que le terrain était fertile. Mais il n'était pas seul. Dans un quartier périphérique, une femme l'attendait, Eliane. Ce soir-là, elle l'accueillit comme toujours dans la petite villa qu'il louait. Autour d'eux, des plans et des documents soigneusement classés. « Elle t'a promu ?» demanda-t-elle. « Oui. » « À quel poste ? Directeur adjoint. » Eliane hocha la tête impassible. « Elle te teste encore. » Elle n'a pas baissé la garde. Armel déposa son téléphone. Sa voix changea, moins glaciale que dans les bureaux de Nadia. « Je l'ai vue hésiter, mais elle est fatiguée, trop seule, entourée de requins. » Eliane esquissa un sourire amer. « C'est toujours pareil. Ils tombent amoureux de leur propre mirage. Continue, tu es sur la bonne trajectoire. » Elle prit une fiche. « Prochaine étape ? Accès au virement. Juste les petits montants pour commencer. On testera les failles. » Armel hocha la tête sans poser de questions. C'était elle la stratège. Lui, il était le visage. Les racines de la rancune. Ce plan, Armel et Eliane l'avaient bâti patiemment. Mais le moteur restait Eliane. Derrière sa beauté tranquille se cachait une blessure ancienne.
Elle et Nadia Kéros avaient été camarades de promotion dans une grande école spécialisée en transport international. Rivalité ouverte, compétition constante. Mais c'était Nadia qui avait décroché le contrat décisif, celui qui l'avait propulsé sur le devant de la scène et relégué Eliane dans l'ombre. Pire encore, lors d'un scandale de fraude interne, c'était Nadia qui avait alerté la direction. Eliane avait été sacrifiée, licenciée discrètement, sans preuve officielle, mais sans retour possible. Elle n'avait jamais pardonné. « Tu sais, » murmura Eliane en fixant Armel, « elle t'ouvre les portes, mais c'est moi qui t'ai appris à les forcer. » Dans la pièce voisine, leur fils, Léon, dormait profondément. Petit garçon vif et curieux, il représentait pour eux l'assurance que tout était prêt, organisé. Depuis sa promotion, Armel avait gagné plus qu'un titre. Nadia, femme de contrôle absolu, commençait à lui déléguer des tâches. Pas par confiance aveugle, mais par nécessité. Les réunions techniques, pour lui. Les signatures de contrats secondaires, pour lui aussi. Les virements de moins de 5 millions, pourquoi pas? Cela permettait d'accélérer les procédures. Et chaque mission confiée, Armel l'exécutait avec une précision irréprochable. Ponctuel, discret, sans jamais franchir la ligne. Du moins, pas aux yeux de Nadia. Car dans l'ombre, chaque document signé devenait une pierre de plus sur le pont qui menait au contrôle total. Nadia le savait bon, et quelque part, elle s'en voulait de l'apprécier. Un vendredi soir, Nadia surprit Armel seul à son bureau alors que tout l'étage était vide. De l'autre côté de la vitre, elle le regarda longuement, hésita, puis entra. « Vous êtes encore là ?» demanda-t-elle. Le dossier de Portalto avait des incohérences. Elle s'assit face à lui. Pour la première fois, elle le vit sans filtre, et cette image fit naître en elle une sensation étrange. Celle d'être vue, non comme dirigeante, mais comme femme. « Vous mangez au bureau tous les soirs ?» « Presque. » Après une courte réflexion, elle lâcha. « Venez dîner avec moi. » Armel hésita un instant, puis accepta. Le restaurant surplombait la baie. Ce soir-là, Nadia avait mis de côté son armure. Armel, lui, restait égal à lui-même, calme, observateur, mesuré. Il parlait de son parcours avec des silences précis qui en disaient presque autant que ses mots. « Vous êtes difficile à lire », dit-elle après le plat principal. « C'est souvent mieux ainsi », répondit-il. « Vous n'avez jamais rêvé d'être à ma place ? J'ai rêvé d'être à la mienne. » Un fil invisible sembla se tendre entre eux. Armel la raccompagna à sa voiture, la remercia simplement, sans geste déplacé. Mais dans son regard, Nadia crut lire quelque chose que peu d'hommes lui avaient offert. La certitude qu'elle pouvait être puissante et aimée. Cette nuit-là, elle rentra chez elle en se demandant si elle était prête à lui faire confiance. Les jours suivants, Armel et Nadia se revirent, parfois dans l'appartement d'Armel, parfois chez Nadia, tard le soir. Leur relation se fit plus physique, mais aussi plus complice. Ils se désiraient, se parlaient, se confiaient. Nadia se sentait femme, vivante, regardée autrement que par ses partenaires d'affaires. Puis la nouvelle tomba. Son père était atteint d'un cancer fulgurant. En quelques mois, il s'éteignit. Effondrée, Nadia se replia sur l'unique espace où elle se sentait soutenue. Armel. Il fut là chaque soir, supportant ses insomnies, dormant parfois à même le sol de son salon pour qu'elle ne soit pas seule. L'amour, ou quelque chose qui y ressemblait, prit toute la place. Après 7 mois, ils parlaient déjà d'emménager ensemble, d'acheter une maison en périphérie, de fonder une famille. Armel rêvait d'un garçon, Nadia imaginait une petite fille. Ils riaient de leur désaccord sur les prénoms. Pour Nadia, cet homme était devenu son pilier. Elle ne l'avait jamais aimé si vite, ni aussi sincèrement. Sur le plan professionnel, Armel se rendait indispensable. Elle, encore affaiblie par le deuil, lui déléguait de plus en plus. Signature de contrat, validation de virements, réorganisation interne. Un soir, la tête posée contre son torse, elle lui murmura « Je n'ai jamais autant fait confiance à un homme ». Un jeudi soir, après une journée éreintante, Nadia s'affala sur le canapé. Armel arriva peu après, un petit sac à la main. « J'ai pensé que tu n'avais pas dîné », dit-il en posant le repas qu'il avait commandé. « Tu lis dans mes pensées », répondit-elle avec un sourire fatigué. Ils restèrent un moment en silence. Ce silence-là n'était plus pesant. Il était complice. « Tu tiens le coup ?» demanda-t-il enfin. « Oui, mais j'ai envie de souffler, de faire les choses autrement, de ne plus être sur tous les fronts. »« Alors fais-le. Tu peux me confier davantage. Je suis là pour toi et pour l'entreprise. » Nadia le fixa longuement. « J'y pense de plus en plus.
Si je le fais, ce ne sera pas juste de petites délégations ponctuelles. Ce sera clair, officiel. Tu veux dire, je veux te proposer de devenir directeur général exécutif. Tu serais le visage opérationnel de Kersynthe Logistique. Je resterai présidente, mais en retrait. Armelle baissa les yeux, comme pris de court, puis releva un regard chargé d'émotion. Tu sais ce que ça représente pour moi? Je le sais. Et c'est bien pour ça que je te le propose. Il serra sa main avec force. Je ne te décevrai pas, Nadia. Jamais. Lorsque le service financier signala un virement suspect, Nadia n'y prêta pas attention. C'est Armelle qui l'a validé, expliqua-t-elle. Ce doit être lié aux frais de réorganisation. Mais quelques jours plus tard, seule dans son bureau, elle tomba sur une transaction de 2 millions vers un bénéficiaire inconnu. Un nom qui ne lui disait rien. Une alerte monta en elle. Le lendemain, elle observa Armelle de loin. Il travaillait avec la même concentration, le même calme, comme toujours. Puis elle prit une décision. Elle composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis 5 ans. « J'ai besoin de toi », murmura-t-elle au détective privé. « Tu veux que je mette ces lignes sous écoute ?» Non, pas ses appels, sa vie. Je veux tout savoir, qui il voit, où il va, et surtout ce qu'il me cache. 3 semaines plus tard, le rapport arriva. Nadia le lut d'un seul trait. Armelle ne vivait pas seule. 3 nuits par semaine, parfois plus, il se rendait dans un quartier discret chez une femme nommée Eliane Mavry. Avec elle vivait un petit garçon d'environ 6 ans, très familier. Nadia sentit sa main trembler. Ce nom, elle le connaissait. Une boîte de photos oubliée dans son coffre le lui rappela. Eliane, son ancienne camarade de promotion, son amie d'autrefois et sa plus ancienne rivale. Nadia referma le dossier sans un mot. La trahison n'avait pas besoin de cris. Elle traversa son appartement en silence, chaque pas ravivant des souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. Il l'avait vue, entendue, peut-être aimée, mais surtout utilisée. Pas pour son corps, pas même pour son amour, mais pour ce qu'elle représentait, un empire. Le lendemain, elle parcourut les couloirs de Kersynthe Logistique avec la même élégance redoutable. Elle salua l'équipe, félicita Armelle pour un nouveau partenariat. Il lui sourit, détendu. Dès lors, Nadia entra dans une autre phase. Elle rétablit ses accès bancaires, réactiva les alertes sur tous les comptes, lança des audits internes sous couverture. Elle intercepta des devis falsifiés, des autorisations contrefaites. Les preuves s'accumulaient. Mais elle savait qu'il fallait attendre. Une semaine plus tard, elle le croisa dans un couloir. Elle posa une main légère sur son épaule, un sourire presque tendre aux lèvres. « On se voit plus tard. J'aimerais te parler d'un projet personnel. » Il acquiesça, sans deviner qu'elle préparait déjà le piège. Les jours suivants, Nadia joua son rôle à la perfection. Chaque soir, dans son appartement, elle préparait en secret les documents de renonciation et de transfert, assistée discrètement par un juriste de confiance. Pendant ce temps, Eliane s'agitait. « Elle sait », affirma-t-elle à Armelle. « Elle ne posera pas de questions longtemps. Tu crois ?»« J'en suis sûr. » Alors, on accélère. Quelques jours plus tard, Nadia invita Armelle à dîner chez elle. « Ce serait bien qu'on soit 3, glissa-t-elle avec un sourire tranquille. « Je veux rencontrer ta fameuse cousine Eliane, celle dont tu m'as parlé. » Armelle eut un infime temps d'arrêt, puis acquiesça. « Oui, bien sûr. » Le samedi soir, il arriva à l'heure. « Tu es élégant, » dit Nadia avec douceur. « Et toi, splendide, » répondit-il. Ils burent un verre en attendant. « Eliane arrive, » annonça-t-il calmement. Quelques minutes plus tard, la sonnette retentit. Nadia ouvrit. Sur le seuil, une femme. Ce n'était pas Eliane, c'était une remplaçante. Nadia ne montra rien. Elle accueillit l'invité avec la même politesse qu'une vieille amie. Armelle souriait, persuadée d'avoir déjoué toute méfiance. Mais Nadia savait désormais qu'il avait choisi d'anticiper son piège. Le moment parfait arriva un soir particulier, l'anniversaire d'Eliane. Armelle dressait la table dans leur maison, l'air détendu. Leur fils Léon passait la soirée chez une tante. À 20h35, on frappa à la porte. Armelle ouvrit et resta figée. Nadia se tenait là, une bouteille de vin enveloppée dans un sac cadeau noir et or. « Bonsoir », dit-elle avec un calme poli. « J'ai appris que c'était l'anniversaire d'Eliane. Je me suis dit qu'une bonne bouteille s'imposait. » Elle entra sans attendre, salua Eliane qui resta immobile. « Je veux la partager avec vous », ajouta-t-elle. « Ce serait dommage de ne pas trinquer à votre bonheur. » Elle déboucha la bouteille, versa 3 verres. Les 2 autres étaient déjà contaminés par une toxine lente déposée discrètement avant son arrivée. Ils trinquèrent. Le vin était doux,
mais portait en lui l'affaiblissement à venir. Confusion, paralysie partielle. Armel cligna des yeux, ses doigts engourdis. Eliane sentit une chaleur étrange lui remonter à la gorge. « Vous allez bien ?» demanda Nadia en servant une nouvelle gorgée. Puis elle sortit 2 enveloppes, les posa sur la table. « Il est temps de signer. » Tremblants, ils apposèrent leur signature. Nadia rangea les documents, les observa longuement. « Vous pensiez avoir gagné. Mais vous avez oublié une chose. Je ne cède jamais, même brisé. » Elle quitta la maison, laissant derrière elle 2 corps affaiblis. Le lendemain, Armel fut déclaré mort d'une crise cardiaque foudroyante. Eliane survécut, mais resta paralysée, prisonnière de son propre corps. Léon fut confié à sa tante dans un quartier discret. Nadia s'assura qu'il ne manque de rien, sans jamais chercher à le voir. Et dans les mois qui suivirent, elle reprit sa place à la tête de Kersynthe Logistique, plus redoutable que jamais.